Alors, on va aller assez loin, mais vous allez voir, on va assez rapidement recentrer le débat. Le thème abordé aujourd'hui, c'est la soumission à l'Europe par la dépendance énergétique. Alors, l'écologie, on va parler d'écologie, on va parler de sous également, d'économie. L'écologie, c'est un sujet qui est très vaste et qui peut difficilement être abordé dans sa globalité lors d'une présentation d'une heure qu'on va faire ici. Les sujets abordés sont essentiellement autour du business qui se développe autour de cette idée à la fois des énergies et de l'écologie, puisque tout ça est intimement lié, et vous l'avez compris, les hommes qui nous dirigent aujourd'hui ne sont pas des philanthropes. Alors on va commencer par ouvrir le débat, on va parler d'écologie politique, et comme tout sujet de politique, l'écologie politique se débat. Et surtout, il n'y a pas de vérité en écologie. Et également, l'état actuel de nos connaissances est relativement limité sur le fonctionnement de notre planète. Et on a encore beaucoup de nos connaissances qui sont aujourd'hui dépassées par nos croyances. Alors je vais faire un petit saut en arrière. Bon, l'image est volontairement provocatrice, hein, donc on compare un nucléaire très vert à du charbon très dégueulasse. Hein. Alors on va faire un petit bond en arrière au début du siècle, avec un sujet, vous allez me dire, ça à peu près rien à voir, mais vous allez voir, il y a un lien assez évident par la suite. À l'époque, si vous voulez, un certain nombre de chercheurs, de géologues, avaient défini que les continents étaient reliés entre eux par des ponts continentaux qui permettaient aux différentes espèces de se déplacer entre les continents africains, Amérique, Asie et Europe. En 1912, une personne qui s'appelle Alfred Wegener a remis complètement en cause cette théorie en introduisant la théorie de la tectonique des plaques. Donc la tectonique des plaques, c'est le mouvement de l'écorce terrestre qui se déplace comme sur un tapis roulant avec des zones de subduction et puis des zones où ces continents émergent. À l'époque, on l'avait traité de fou, on trouvait sa théorie complètement ubuesque, et il a fallu un certain nombre d'années pour prouver sa théorie, puisque en fin de compte il avait raison. On a dû attendre 1962 pour qu'on puisse débuter les recherches océanographiques et s'apercevoir également que dans ces océans on trouvait des dorsales qui étaient le siège en fin de compte de l'émergence de ces continents. Les connaissances donc du fonctionnement de notre planète sont très récentes et très limitées, comme le montre cet exemple, et au début du siècle on avait des croyances très spécifiques sur la façon dont fonctionnait notre monde, et c'est encore toujours le cas. Malgré aujourd'hui la puissance des ordinateurs que nous avons, nous sommes parfaitement incapables de définir le temps qu'il va faire dans une semaine, dans un mois, dans un an, a fortiori dans 100 ans. On peut donner des orientations, mais on est également incapable de dire où et à quel moment va par exemple frapper une tornade ou un ouragan une semaine avant que cela se produise. Généralement, on est prévenu 24-48 heures avant le passage d'un ouragan. Les modèles mathématiques qui sont développés n'étant encore une fois pas assez puissants pour pouvoir prédire ou définir avec précision ce qui va se passer. Pour le climat, c'est à peu près la même chose. Et en fin de compte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce stade-là, à l'heure actuelle, il n'y a pas de vérité et toutes les théories sont à peu près envisageables. Alors, on ne va pas aller forcément dans la théorie du complot, mais le problème un petit peu, c'est que aujourd'hui, c'est le nombre qui fait la règle, et la pensée unique nous enferme dans ce qu'on appelle un aveuglement collectif. Nos chercheurs cherchent tous dans la même direction. Si vous planquez une pièce sous un tapis et vous demandez à l'ensemble de la salle d'aller chercher cette pièce sous ce tapis,
sans savoir où elle est exactement, vous allez être beaucoup moins efficace que si vous demandez à l'ensemble des participants de chercher dans l'ensemble de la pièce. Le problème un petit peu, c'est qu'on cherche tous dans le même sens, et chercher à contre-courant, ça devient très compliqué. Il s'agit surtout de ne pas se satisfaire de ce qui est établi, et c'est à ce seul prix qu'on pourra progresser dans le domaine de l'écologie. Alors une autre illustration, ça n'a probablement pas dû vous échapper. En 2015, la France avait organisé la COP 21, donc conférence sur le climat, aussi inutile que ridicule, où l'ensemble des délégations se sont félicitées après 15 jours de réunions, de conférences, de repas, de soirées, d'avoir pris la résolution que, à l'horizon de 100 ans, la température du globe ne s'élèvera pas plus de 2 degrés. Donc, premièrement, on ne sera pas là pour le constater. Et ensuite, je pense que la joie qui est affichée sur leur visage vient du fait qu'ils viennent de trouver le bouton du thermomètre. Effectivement, il faut avoir, je pense, aujourd'hui, il faut être très humble sur les conséquences qu'on opère ou qui s'opèrent sur le climat, et en tout cas beaucoup d'arrogance pour penser que l'humain est seul responsable de ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète en termes de réchauffement climatique. Alors ça devient de plus en plus difficile d'être force de proposition, puisqu'on a aujourd'hui une pensée universelle qui est martelée, et on traite de fous toutes les personnes qui n'adhèrent pas au consensus. Il faut voir peut-être ici une des raisons pour laquelle il n'y a plus eu de grandes découvertes ces 20 ou 30 dernières années. On n'a fait essentiellement que valider un certain nombre de thèses qui avaient été posées par nos grands penseurs et scientifiques du siècle dernier. De Gaulle avait une phrase qui était très intéressante à ce sujet. Il disait que des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Par contre, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Alors le rôle du politique dans ce domaine, c'est de donner des grandes orientations à la recherche. Et force est de constater qu'aujourd'hui, encore une fois, comme je le disais, on ne fait que valider des thèses qui ont déjà été posées il y a bien longtemps de ça. Alors, les enjeux énergétiques et écologiques auxquels on a à faire face aujourd'hui, ils sont multiples, ils se trouvent surtout dans un contexte d'explosion démographique. Donc aujourd'hui, on est pas loin de 7 milliards, dans quelques temps on sera 10, et bientôt 15. La question c'est de savoir combien de temps la planète pourra absorber cette démographie et fournir aux habitants de cette planète les droits à l'accès à la nourriture, à l'eau et à l'énergie, puisque chaque humain a en la matière les mêmes droits. Force est de constater également que les besoins énergétiques par foyer ne cessent de croître. Alors il y a eu une réduction au cours des 2 chocs pétroliers qui ont eu lieu dans les années 70, mais sinon on a des congélateurs qui consomment toujours moins, des téléphones qui consomment toujours moins, des voitures qui consomment toujours moins, sauf que tout le monde veut avoir sa voiture, tout le monde veut avoir son congélateur et tout le monde veut avoir son sèche-linge et sa machine à laver. Donc en fin de compte, on s'aperçoit que les consommations énergétiques par foyer ne cessent de croître. Enfin, on n'a pas de moyen de produire une énergie massive aujourd'hui en respectant les conditions de notre environnement. Ça, c'est un autre point qu'on expliquera tout à l'heure. Donc il reste à inventer, si vous voulez, les moyens de production de l'énergie de demain, puisque aujourd'hui, on va voir quels sont les types de moyens pour produire de l'énergie, mais aujourd'hui, on manque de moyens innovants pour produire de l'énergie de façon massive pour subvenir aux besoins de la population mondiale. Alors, ce développement de moyens de production énergétique doivent se faire
en respectant la gestion des ressources naturelles et en préservant notre environnement. Ça paraît à peu près logique, mais force est de constater aussi que la plupart des moyens massifs de production d'énergie qu'on a aujourd'hui sont des moyens qui sont limités dans le temps. Donc on a aujourd'hui l'énergie nucléaire et l'énergie fossile, qui sont des moyens qui seront épuisés dans une période donnée. On a ensuite les ENR, alors on va... si vous voulez mettre de côté les productions de biogaz et d'autres moyens qui ne permettent pas de produire de façon importante du courant électrique, on définit par ENR aujourd'hui, et dans cette présentation, deux moyens principaux qui sont l'énergie solaire et l'éolien. Alors après, il y a d'autres moyens, on peut produire de l'électricité avec des hélices sous-marines, mais c'est encore aujourd'hui au stade de la recherche. Le développement de ces moyens énergétiques doit se faire en prenant en compte le positionnement de l'industrie française et de la recherche. Alors, on va se positionner également dans cette présentation en tant que Français, en tant que citoyen français. Donc, le point de vue de l'observateur, ce sera nous, Français. On doit également trouver ces moyens en protégeant nos entreprises et nos emplois face à des produits qui ne respecteraient pas les règles que nous définissons en France et peut-être plus largement au niveau européen. Alors je pense surtout à la concurrence chinoise, mais pas seulement. Il y a également les Américains qui nous font une très forte concurrence. Et enfin, ce développement doit se faire dans le cadre de la défense des intérêts de nos citoyens en matière de santé publique, puisque on n'a pas encore trouvé de moyens complètement exempts de danger pour la santé. On verra aussi tout à l'heure. Alors, centrer le débat sur l'écologie, sur l'utilisation qui est faite également de nos ressources. Donc c'est un point qui est très important. La seule manière qu'on a aujourd'hui d'économiser les ressources énergétiques, c'est effectivement de réduire nos consommations énergétiques. Et en réduisant nos consommations énergétiques, on pourra de la même façon également réduire nos rejets polluants. Et en réduisant nos consommations énergétiques, permettre également la transition vers des énergies renouvelables. Alors, on se retrouve dans une situation actuellement géopolitique également où le prix de l'énergie fossile est historiquement bas. Le prix du baril flirte avec les 50 $, et dans ces conditions-là, généralement aucun effort n'est fait pour développer des énergies alternatives. Malheureusement, tant qu'on ne touche pas au porte-monnaie des gens, les efforts pour économiser ou des efforts pour aller vers d'autres technologies n'est pas fait. Les seuls moments où il y a vraiment eu une impulsion, encore une fois, c'était en France au moment des deux chocs pétroliers, où on a décidé de choisir la voie du nucléaire. Mais ce choix a été fait pour pallier effectivement à une facture pétrolière qui devenait problématique pour notre industrie. Un autre aspect également des énergies qui sont très basses, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à gaspiller nos ressources qui sont malheureusement épuisables. Et enfin, on se retrouve avec une autre problématique qui est l'utilisation massive du charbon, qu'on avait à un moment défini comme la source d'énergie des pays pauvres, l'Inde et la Chine en particulier, qu'on ne pouvait pas empêcher de réaliser leur développement économique, mais force est de constater aujourd'hui que le charbon est aujourd'hui également utilisé par les pays industriels les plus riches de la planète, et en l'occurrence l'Allemagne, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Réduire nos consommations, la seule manière pour réduire nos consommations, encore une fois, c'est d'augmenter les prix. Alors, on fait actuellement exactement l'inverse. Le prix du baril est à 50 $.
Ce prix est maintenu artificiellement bas par les États-Unis qui ont décidé de commencer à exploiter leur gaz de schiste. Et en faisant baisser les cours mondiaux, on se retrouve avec une déstabilisation complète de la zone du Golfe, puisque aujourd'hui, le seul pétrole qui peut être exploité, c'est celui qui jaillit tout seul du sol. Les Saoudiens avaient l'habitude d'acheter leur paix sociale à coût de pétrodollars, et malheureusement, à 50 $ le baril, on ne paye plus que les coûts d'exploitation et de raffinage. Et l'idée derrière de l'ancien gouvernement Obama, c'est effectivement de renverser ces équilibres géopolitiques et géostratégiques dans les zones du Golfe. Alors, pour ceux qui ont déjà peut-être survolé en avion l'Afghanistan, on se rend compte qu'effectivement c'est un désert de cailloux où il y a très peu de ressources. Par contre, l'Afghanistan a une position stratégique vis-à-vis du passage des oléoducs pour le transport du pétrole. Depuis les années 70, avec la révolution islamique en Iran, les relations entre les États-Unis et l'Iran ont été stoppées, et le passage de ces oléoducs ne pouvait se faire que par l'Afghanistan. Avec la volonté du gouvernement Obama d'assouplir l'embargo vis-à-vis de l'Iran et de retrouver un partenaire économique, avec l'idée derrière de faire passer ces oléoducs, l'Arabie Saoudite devient un allié relativement encombrant. Donc, fort à parier que la réduction artificielle du prix du baril à 50 $ soit liée effectivement à ces changements d'alliance. Alors les choses risquent de changer un petit peu maintenant, puisque Trump en a décidé autrement. Il raffermit les relations avec l'Iran, et on pourrait envisager que dans les prochaines années, on ait de nouveau un baril qui remonte à des prix qui soient raisonnables. Alors, un baril à 50 $, ça a un autre aspect également, enfin une autre problématique, c'est que on surexploite nos ressources, on les gaspille de façon irresponsable et irraisonnée. Encore une fois, ces ressources sont limitées, et on estime qu'on a déjà atteint le pic, si vous voulez, de production maximum. Alors on retrouve tous les jours de nouveaux gisements, mais pour exploiter un pétrole en mer, sur de l'offshore, avec des forages deepwater, il faut qu'on ait un baril qui soit aux alentours de 70 à 80 $. On a des ressources très importantes également au Canada, dans les schistes bitumineux, mais c'est pareil, en dessous de 70 € le baril, on ne peut pas exploiter ces ressources-là. Donc il y a un arrêt massif des installations et de l'exploitation pétrolière à travers le monde, et encore une fois, les seules ressources qui sont exploitées aujourd'hui, mais de façon en surexploitation, ce sont les ressources des pays du Golfe. Donc l'aspect également, c'est que ça ne nous incite pas à développer d'autres technologies qui malheureusement sont indispensables à la survie de notre civilisation fondée sur le principe de la croissance et du profit. Fort à parier également qu'on se trompe de modèle et qu'on vit dans une utopie qui est l'utopie de créer des richesses, alors qu'en fin de compte nous ne faisons qu'en consommer, et au mieux nous les transformons. Alors les deux chocs pétroliers, effectivement, dans les années 70 sont là pour en témoigner. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que ça a eu pour effet une baisse des consommations. C'est le seul moment où on a vu une inflexion de la courbe de nos consommations énergétiques au moment de ces deux chocs pétroliers, et effectivement le choix français de s'affranchir de cette facture pétrolière. Les prix du pétrole sont très volatiles, et on ne pouvait pas fonder une industrie sur la volatilité de ces prix. Ça nous a permis également de garantir
et ça on va le voir tout à l'heure, de garantir notre autonomie énergétique. Et donc c'est le choix qu'a fait le général de Gaulle dans les années 60 en lançant le programme nucléaire français, dont on bénéficie encore aujourd'hui, puisque la France est le pays au monde où vous payez l'énergie, en tout cas l'électricité, le moins cher. Malheureusement, en 2025, la France a décidé de réduire sa puissance nucléaire à 50%, on verra combien on est actuellement, et en 2040, donc le gouvernement de Macron, avec M. Hulot au ministère de l'Environnement, en 2040 a décidé d'arrêter l'engagement de la France dans l'exploration pétrolière. Alors au mieux, c'est un effet d'annonce, au pire, c'est un suicide, puisque aujourd'hui, force est de constater qu'aucune solution de remplacement pérenne n'existe. Et ce n'est pas en sciant la branche sur laquelle nous sommes assis que nous trouverons plus facilement des solutions. Le nucléaire étant la seule source énergétique qui nous permet de nous libérer aujourd'hui de la facture liée à l'énergie fossile et qui pourra nous permettre encore pendant une centaine d'années d'avoir de l'énergie de façon abondante et à un prix tout à fait raisonnable. Alors, il faut également comprendre que cette énergie nucléaire va se développer à travers le monde. Donc on le voit avec l'ouverture de nouvelles centrales nucléaires, notamment en Chine. Hein, donc il y avait Taishan 1 et 2 qui ont été ouverts. Transfert de technologie entre la France et la Chine. Les Anglais ont décidé de la construction également d'une nouvelle centrale qui est Hinkley Point. Sinon en France on a démarré également le projet EPR qui n'est toujours pas en service malheureusement, et Olkiluoto en Finlande, hein, qui sont des réacteurs de nouvelle génération. On pourra en discuter si vous voulez, si ça vous intéresse tout à l'heure. Mais les projections de certaines personnes sont pour 2075 600 centrales nucléaires en service sur la planète et une part de production énergétique qui serait à l'équilibre entre le solaire et le nucléaire. Tout ça pour dire que même si ces projections ne sont pas vérifiées, on va aller vers le développement de l'énergie nucléaire, qu'on le veuille ou non. La France étant en pointe là-dedans. Par contre, ça sous-entend également qu'on améliore notablement nos niveaux de sécurité, ce qui est le cas en France, mais qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, par exemple en Chine. Les niveaux de sécurité des EPR chinois ne sont pas les mêmes que le niveau de sécurité des EPR en France. Ensuite, il faut traiter immédiatement le problème de la pollution atmosphérique, qui est un vrai problème de santé publique, lié à l'utilisation de l'énergie fossile pour fournir de l'énergie. Alors, les protocoles de Kyoto ont instauré, en fin de compte, un droit à polluer. C'est-à-dire qu'avec le principe de la taxe carbone, hein, la taxe CO2, les entreprises les plus vertueuses avaient le droit de vendre leur droit à polluer aux entreprises les plus polluantes. Donc on ne règle pas un problème environnemental de cette façon-là. En fin de compte, on ne fait que lisser et équilibrer le marché. Mais en aucun cas, on ne réduit le niveau de la pollution. Et on a surtout développé une économie autour de cette taxe carbone. Quand on parle de lobby écologique, effectivement, c'est dans ces voies-là qu'ils ont l'habitude de se développer. Et surtout, on s'est mis à stigmatiser le CO2, qui est le seul gaz de combustion qui n'est ni toxique ni polluant. Donc c'est assez hallucinant. Il y a d'autres gaz de combustion ou d'autres produits de combustion qui sont fortement polluants, fortement toxiques. Donc on a les NOx, on a les dioxydes de soufre et on a également les particules fines parmi les produits de combustion les plus polluants. Mais le CO2, lui, est un gaz absolument inoffensif. Alors, il peut être responsable effectivement du réchauffement climatique. Bon, je trouve l'illustration assez sympa. Donc effectivement, on peut vivre avec les genoux dans l'eau. Par contre, c'est beaucoup plus dur de vivre aujourd'hui en respirant un air qui est chargé de particules fines
ces particules fines qui sont responsables, on le verra aussi autour de chiffres tout à l'heure, d'un nombre important de morts prématurées, maladies respiratoires et cancers principalement. Donc le CO2 est un gaz, effectivement, qui est ni toxique ni polluant. On pourra en discuter tout à l'heure si ça vous intéresse également. Et quand on parle de gaz à effet de serre, il faut savoir aussi que le principal gaz à effet de serre est la molécule d'eau, H2O. Donc H2O sous forme de gaz ou de vapeur sèche. C'est-à-dire que l'eau, le gaz H2O, lorsqu'il se condense et qu'il forme des nuages, il a tendance à permettre le refroidissement de la planète, puisqu'il empêche les rayons solaires de pénétrer notre atmosphère. Par contre, quand il est sous la forme de gaz ou de vapeur sèche, il a exactement le même effet que le CO2, c'est-à-dire qu'il empêche le rayonnement et la chaleur de quitter notre planète. Donc il représente aujourd'hui près de 60%, voire suivant les estimations, plus de 60% des gaz à effet de serre. Le CO2 et le CH4, alors le CH4 c'est le méthane qu'on trouve en grande quantité de façon naturelle, représente moins de 25% des gaz à effet de serre. Et dans ces 25% de CO2, qui est un gaz à effet de serre, on ne le nie pas, il y a une partie qui est d'origine naturelle et une proportion qui est d'origine humaine. On estime cette proportion d'origine humaine entre 7 et 10%. Ce pourcentage de CO2 qui est émis par l'humain est principalement émis par notre industrie et nos centrales thermiques. On ne considère pas dans le CO2 d'origine humaine celui que nous produisons à chaque instant lorsque nous respirons. Et donc on comprend bien que 7 milliards de personnes qui respirent, ça peut produire une certaine quantité de CO2, mais qui est toujours considéré comme un CO2 d'origine naturelle. Alors ce sont essentiellement effectivement les industries polluantes, type industrie thermique, centrales thermiques qui utilisent le charbon, le pétrole et le gaz pour fournir de l'énergie, qui sont responsables de ces émissions de gaz à effet de serre. La France, qui produit 77% aujourd'hui de son énergie avec le nucléaire, est le pays le plus vertueux au monde en termes d'émissions de CO2. Pour vous donner une idée, l'Allemagne produit, je ne vais pas vous dire de bêtises sur mes chiffres, produit 30 grammes, nous produisons, pardon, attendez, je vais juste retrouver ça, hein, pour vous dire de bêtises. La France produit 30 grammes de CO2 par kilowatt d'énergie produite, quand l'Allemagne produit 300 grammes de CO2 par kilowatt d'énergie produite. C'est-à-dire que l'Allemagne produit 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France. On le verra, on en discutera tout à l'heure, on verra exactement pourquoi. Alors, les automobilistes en France, bien entendu, en utilisant leur voiture, rejettent également du CO2 dans l'atmosphère, mais ce sont des quantités qui sont infimes et qui sont une goutte d'eau dans l'océan, en tout cas, qui ne participent en rien au réchauffement climatique. On peut d'ailleurs se poser la question si l'homme est réellement et dans quelle mesure responsable du réchauffement climatique. Une chose est certaine, c'est que nous accélérons ce réchauffement, mais nous n'en sommes pas responsables. Si vous retournez un petit peu en arrière, aux alentours de l'an 1000, il y avait des températures planétaires qui avaient été observées, on le voit quand on va faire des forages sur les calottes glaciaires, qui étaient supérieures aux températures qui sont enregistrées aujourd'hui. Et à l'époque de Louis XIV, ou un peu avant la Révolution française, on a vécu un mini-ère glaciaire où les températures étaient très basses, et nos ancêtres auraient bien été contents des températures clémentes que nous avons aujourd'hui. Il faut comprendre que le climat est un équilibre instable, c'est-à-dire que ça passe systématiquement par des pics en hausse et des températures plus basses. Cet équilibre instable fait que notre planète se réchauffe ou se refroidit, et nous sommes incontestablement aujourd'hui dans une phase de réchauffement de notre planète.
et probablement que le CO2 supplémentaire que nous émettons aura la tendance de faire accélérer le réchauffement climatique, mais pas de le produire. Et on peut envisager qu'au lieu de réchauffer la planète en 200 ans pour arriver à un pic maximum, avant une phase de refroidissement, eh bien, ce pic puisse être atteint en une cinquantaine d'années. Alors, peut-on raisonnablement ouvrir ce débat? C'est vrai que c'est un petit peu difficile aujourd'hui, face à des croyances populaires qui sont profondément acceptées, des systèmes de bonus-malus qui sont systématiquement calculés sur les émissions de CO2, et qui ne prend surtout pas en compte la réalité écologique et les réels problèmes de santé publique. Comme par exemple les particules fines, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui sont beaucoup plus dangereuses pour l'environnement et la santé. J'ai de nouveau une photo un petit peu choc. Alors, on va faire un petit tour autour de la production énergétique, qui est le choix d'un certain nombre de nos partenaires européens, basé sur l'utilisation du charbon. Alors il faut comprendre qu'un pays, pour subvenir aux besoins de sa population, doit avoir une production d'électricité base. Cette production d'électricité base est une production d'électricité qui doit être pérenne et qui doit pouvoir opérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le choix de la France a été d'utiliser le nucléaire pour faire cette production base. Le choix de l'Allemagne et d'autres pays européens, notamment des pays de l'Est, a été d'utiliser le charbon et les énergies fossiles. On ne peut pas s'affranchir aujourd'hui pour subvenir aux besoins de la population de cette production base, et ce qu'on appelle les ENR, c'est-à-dire des énergies renouvelables, ont une production alternative. Bien entendu, le solaire fonctionne quand il fait jour, qu'il y a du soleil, et l'éolien quand il y a du vent. Or, nos besoins énergétiques aujourd'hui sont durant toute la journée, et toute la nuit et toute l'année. Et nous ne pouvons malheureusement aujourd'hui pas stocker l'énergie que nous produisons. L'énergie doit être à ce jour directement utilisée. L'énergie électrique en tout cas qui est produite par les ENR, c'est-à-dire l'éolien et le solaire. Je ne sais pas si ça vous a échappé, mais cet été, la Californie a produit plus d'énergie solaire que ce que peut consommer la population. C'est-à-dire qu'une grosse partie de cette énergie a été simplement jetée. Avec un problème qui est l'usure ou la durée de vie des panneaux solaires. On pourra en parler également si ça vous intéresse, mais le panneau solaire n'est pas exempt de pollution, c'est-à-dire que les cellules de ces panneaux qui sont faites en silicium sont dopées ensuite avec des métaux lourds, et une fois que le panneau a fini sa vie, ça devient un déchet ultime, avec lequel on a énormément de problèmes pour le stockage, l'enfouissement ou le traitement. Alors la production d'énergie à partir du charbon crée un problème important qui est la pollution aux particules fines. Alors en France, le quart nord-est est particulièrement touché par ces pollutions aux particules fines, dès lors que les vents dominants viennent du nord ou du nord-est. En mars 2014 et en mars 2015, on a eu un certain nombre de pics de pollution qui ont eu pour effet de provoquer circulation alternée dans certaines grandes métropoles, des restrictions de circulation et un certain nombre d'autres actions en vue de réduire les quantités des polluants. Toutefois, il y avait une étude qui avait été faite en septembre 2011, c'est-à-dire quelques années avant, par Air Paris, dans la métropole parisienne, qui a analysé cette pollution aux particules fines, et qui s'est rendu compte que 68% des pollutions en particules fines de l'agglomération parisienne provenaient d'autres régions, voire d'autres pays, sans forcément préciser lesquels. En tout cas, on peut affirmer avec certitude qu'ils provenaient de centrales au charbon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, il y a aujourd'hui 280 centrales au charbon qui sont actives. L'Allemagne produit 45%, donc près de 50% de sa production d'énergie base avec le charbon,
est en tête des pays européens par rapport à l'exploitation de ces centrales. Ils ont aujourd'hui 72 centrales au charbon en activité. La Pologne en a 47, la République tchèque 45, le Royaume-Uni 11, dont 6 des plus polluantes au monde. Et la France n'a que 3 centrales au charbon aujourd'hui qui fonctionnent, dont 2 qui fermeront d'ici à 2023. Alors il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce modèle de transition énergétique que nous ont vanté le gouvernement de Hollande et son épouse à l'époque au ministère de l'Environnement est en train de s'effondrer. Les Allemands ont décidé de sortir du nucléaire, ils ont fermé un certain nombre de centrales, mais ils ont encore 7 centrales qui sont actives et qui sont nécessaires pour produire la production base qui doit avoisiner à peu près les 50% pour être viable. Ces 7 centrales seront fermées dans quelques années, mais en attendant, elles ne bénéficient d'aucun programme de contrôle ou de maintien en sécurité opérationnelle. En tout cas, on se rend compte que ce modèle de transition énergétique avec l'utilisation du charbon ne suffit pas à produire une énergie verte et durable. Alors on a encore quelques autres photos assez éloquentes sur l'exploitation qui est faite du charbon en Allemagne. Alors je souhaitais vous lire un petit passage d'un reportage qui avait été fait sur France 3 sur l'exploitation qui est faite du charbon en Allemagne. C'est un paysage d'un autre temps. À perte de vue, des sols noirs éventrés par des colosses d'acier, des terres sèches où rien ne pousse. À 200 km de Berlin, les lignes de lignite à ciel ouvert s'activent 24 heures sur 24 pour alimenter en charbon les centrales électriques. Depuis que l'Allemagne a décidé de renoncer à produire de l'énergie nucléaire, les lignes de lignite s'étendent à perte de vue. Pour extraire le charbon dont le sol allemand regorge, les autorités n'ont pas hésité une seconde à exproprier des milliers de personnes et détruire des villages entiers qui avaient le malheur de s'être construits au-dessus des gisements de cette précieuse énergie fossile. Heidemühl, village de 2000 habitants près de Dresde, a été évacué en 2006. Il sera bientôt détruit. Vouée à la destruction aussi, la ville de Prochim refuse de voir son histoire être dissoute au profit du charbon. L'utilisation de cette énergie sale perdure par ailleurs en Allemagne grâce à des subventions de près de 4 milliards d'euros par an. Donc il faut comprendre que l'Allemagne subventionne aussi, alors pas directement le charbon, mais ses ENR, on le verra tout à l'heure, par rapport à leur politique de transition énergétique. Alors la France interdit l'exploitation du gaz de schiste, pendant que nos partenaires européens, soi-disant si vertueux, exhument au grand jour les cadavres des fosses communes et nauséabondes du Crétacé, puisque c'est effectivement de ça dont il s'agit. Mais le scandale va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un baril à 50 $, le charbon ne vaut plus rien. On a en France des utilisateurs de ce charbon qui sont les cimentiers. Alors le géant du charbon en Allemagne, il s'appelle Rheinbraun, et il fournit à qui veut bien l'acheter à des prix qui défient toute concurrence son charbon. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cimentiers français avaient l'habitude, il y a quelques années, de brûler nos déchets. Alors ça avait commencé par les farines animales, les vieux pneus ou les sciures imprégnées. Ces combustibles leur été fournis gratuitement, puisqu'ils participaient à l'effort collectif de destruction de déchets dont on savait que faire. Et puis le gouvernement français a décidé de leur faire payer ces ressources également. Par contre, ils sont aperçus que, enfin très rapidement, que ces farines animales, ces pneus et ces sciures imprégnées avaient un bilan thermique qui était pas terrible. Alors que la lignite, qu'ils avaient l'habitude d'utiliser à l'époque, avait un bilan thermique qui était très stable et permettait de produire des ciments de très haute qualité. Du coup, aujourd'hui, les cimentiers ne brûlent plus nos déchets, mais achètent du charbon et de la lignite, en particulier à Rheinbraun, pour produire leur ciment. Donc c'est un autre effet pervers, si vous voulez, du prix très bas aujourd'hui des énergies fossiles. Alors ensuite, c'est des propos qui... Enfin, on va encore parler de chiffres, mais ensuite c'est des choses qui n'engagent à peu près que moi. Mais j'estime que nous sommes aujourd'hui attaqués par nos partenaires européens.
et que l'Europe assassine ses populations civiles. Alors l'OMS a publié des chiffres il y a 2 mois sur le nombre de morts liés à la pollution atmosphérique. On arrive aujourd'hui à environ ou à plus de 7 millions de morts par an dans le monde liés à la pollution atmosphérique. En Europe, le charbon, juste le charbon, est responsable en 2013 d'une part de 17% des émissions de gaz à effet de serre, mais surtout de 23 000 morts prématurées par an. Maladies respiratoires, cancers, morts prématurées du nourrisson, des personnes âgées, pour un coût sanitaire de 62 milliards d'euros par an. C'est une étude qui a été réalisée en 2016, donc l'année dernière, par 4 ONG, WWF, AID, le réseau Action Climat Europe et Sandbag. La France, elle, avec ses 77% d'électricité nucléaire, est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pays le plus propre au monde vis-à-vis de ses émissions. Par contre, elle subit régulièrement les retombées des nuages du fait de sa position géographique, notamment quand les vents du nord et du nord-est sont dominants. Et le charbon serait responsable en France de 1380 morts prématurées par an. Alors j'estime pour ma part que lorsque on a 1380 morts prématurés en France par an liés à l'utilisation du charbon et au choix de transition énergétique de nos voisins européens, la France a une responsabilité là-dedans lorsqu'elle ne fait rien. On a l'habitude de dire que la liberté des uns commence là où se termine celle des autres, et le rôle d'un président de la République, c'est de défendre ses citoyens. Donc, on est en droit de se poser la question de savoir ce qu'attend la France pour réclamer l'arrêt d'exploitation des centrales au charbon en Europe. Ou allons-nous continuer à laisser mourir nos populations les plus vulnérables? On stigmatise, au lieu de ça, encore un peu plus nos automobilistes, qu'on rend responsables déjà de 3000 morts par an sur nos routes, qui sont des justiciables en puissance dès lors qu'ils vont dans le véhicule. On réduit la vitesse en cas de pollution, on propose de la circulation, on impose la circulation alternée, on met des taxes carbone qui sont très élevées, et on veut même mettre en place, en région parisienne, on a mis en place une vignette. Tout ça pour permettre à nos voisins européens de continuer à utiliser leur charbon en toute quiétude. Le problème est tellement préoccupant que le 23 novembre dernier, le 23 novembre 2016, le Parlement européen, prenant prétexte du fait qu'un demi-million de personnes mourraient chaque année en Europe, de maladies liées à la pollution en général, a décidé de voter des plafonds nationaux pour les différents pays, beaucoup plus draconiens pour 5 polluants atmosphériques, dont les NOx, les dioxydes de soufre et les particules fines, mais d'ici à 2030. Alors faut-il attendre encore 13 ans et 20 000 morts français supplémentaires? De toute manière, à ce moment-là, on aura réduit notre part de nucléaire à 50%. Alors, je vais aborder une autre partie de cette présentation. Donc on a brossé un petit peu effectivement la situation européenne, la situation mondiale sur l'utilisation des différentes sources d'énergie disponibles, le charbon, le pétrole, le gaz et le nucléaire, et également les ENR. On va en revenir un petit peu plus en détail. Je voulais vous parler d'un autre aspect dont la partie visible de l'iceberg est le fameux boîtier Linky. Je ne sais pas si il a déjà été proposé ou installé chez vous. En fin de compte, ce boîtier Linky est la conséquence de la transition énergétique en France, ou du choix de transition énergétique qu'on a fait en France, avec une réduction de la part du nucléaire à 25% d'ici à 50% d'ici à 2025. Nous nous orientons en fin de compte vers un marché de coupure. Alors un marché de coupure, c'est plus pudiquement appelé un marché d'effacement. Je ne sais pas si vous avez été attentif ce qui a été discuté lors du Grenelle de l'environnement et annoncé par Borloo, qui a dit que nous nous orienterions vers un marché d'effacement. On va expliquer tout de suite de quoi il s'agit.
Un marché d'effacement, en fin de compte, c'est un marché dans lequel la France serait dans l'incapacité de fournir les besoins énergétiques croissants de sa population. Une des choses qui a été donc développée suite à ces décisions, c'est l'installation de ces boîtiers Linky dont ils seront obligatoires pour 2021. Le coût pour la France, c'est 5 milliards d'euros. Bien entendu, c'est le contribuable qui finance la fabrication et l'installation de ces boîtiers. À ce moment-là, en 2021, voire en 2025, la France aura perdu son indépendance énergétique et nous serons dépendants de nos voisins européens pour la fourniture de l'électricité qui est déjà soumise aujourd'hui à la loi des marchés. Alors, pour l'instant, la France est toujours surproductrice d'électricité, puisque nous produisons 77% de notre électricité avec le nucléaire, et nous sommes un exportateur net de courant vers nos voisins européens, exportation qui, par ailleurs, nous rapporte également un certain nombre de richesses. Alors, le fonctionnement du boîtier Linky, il est assez simple. Lorsque vous avez une installation électrique, vous avez un disjoncteur et vous avez un contrat avec un opérateur qui vous fournit une puissance électrique en fonction des appareils que vous avez installés dans votre maison. Si demain vous décidez de rajouter un four, un micro-ondes, un chauffage électrique, cette puissance peut ne pas suffire et vous allez souscrire un contrat de puissance supérieur auprès de l'opérateur qui va vous coûter un petit peu plus cher. Par contre, l'électricité, vous payez le mégawattheure toujours au même prix. Le boîtier Linky et donc ce disjoncteur coupe votre installation lorsque vous êtes en surtension. Alors le boîtier Linky, il faut comprendre que lui également est équipé d'un disjoncteur. C'est un disjoncteur qui permet à l'opérateur de vous couper le courant à distance. Également, ce boîtier Linky est équipé d'un système d'analyse qui permet d'analyser votre consommation électrique sur un pas de temps variable, qui peut aller de 10 minutes à plusieurs heures. Donc c'est un dispositif qui est particulièrement intrusif et l'opérateur contrôle votre consommation moyenne sur un temps variable. On nous a expliqué effectivement que nous allons nous orienter vers un marché de coupure et que consommer l'électricité comme nous le faisions à l'époque ne pourra plus être possible. Lorsque l'opérateur estimera que vous êtes en surconsommation par rapport à ce qu'il est en mesure de vous fournir ou de fournir à l'ensemble de la population, eh bien il pourra tout simplement à distance couper la fourniture de cette électricité. Et un certain nombre de personnes qui sont déjà équipées aujourd'hui de ces boîtiers Linky ont vu leur installation électrique se couper et a une impossibilité de la redémarrer pendant plusieurs minutes. On va comprendre tout de suite qu'est-ce que fait l'opérateur derrière. Alors, il faut bien comprendre, encore une fois, je le répète, que la France est toujours surproductrice d'électricité. Donc, le fait de vous couper le courant électrique aujourd'hui n'a pas de raison d'être. Alors, en fin de compte, ce boîtier Linky a été mis en place donc, en vue de la transition énergétique et d'aller vers ce marché de coupure, mais aujourd'hui, elle permet surtout à des opérateurs de faire plus de profit. Alors il faut comprendre que EDF aujourd'hui produit de l'électricité avec des barrages hydroélectriques, de l'énergie nucléaire et des ENR, des énergies renouvelables. Le mix énergétique en France, c'est 77% de nucléaire, 10% d'hydroélectrique, on ne peut pas en mettre plus, on a équipé le pays avec tous les barrages qui pouvaient être équipés. Il y a également une volonté aujourd'hui d'ouvrir à la concurrence européenne la gestion de nos barrages, ce qui est parfaitement scandaleux, et 5% de NR. Alors, l'opérateur, si vous voulez, achète le courant sur un marché qui est un marché spot. Alors, je sais pas s'il y a une petite illustration là qui vous montre ça. Voilà. C'est une carte du marché de l'électricité, du marché spot de l'électricité. Alors, le marché de l'électricité, c'est une commodité, c'est comme en bourse, les prix montent et baissent en fonction de l'offre et de la demande. Le marché est ouvert sur toute l'Europe et chaque pays a le choix de produire ou de vendre à un instant T l'électricité au prix qu'il souhaite.
Alors, le producteur EDF, il faut savoir que à 30 € le mégawattheure, il arrive à entretenir ses centrales nucléaires. Les coûts d'exploitation ou de maintien en condition opérationnelle de nos centrales nucléaires sont fixés aux alentours de 30 € le mégawattheure. En dessous, notre producteur d'électricité n'est plus en mesure d'entretenir de façon comment dire, satisfaisante ces centrales. Lorsque la demande est en hausse, par exemple en hiver, quand tout le monde a besoin de chauffage, quand il y a des gros pics de froid, le prix de l'électricité peut monter, on l'a vu cet hiver, jusqu'à pas loin de 250 € le mégawattheure. A l'inverse, lorsque les ENR allemandes fonctionnent, le solaire et l'éolien, les prix peuvent chuter très rapidement. On verra aussi tout à l'heure que l'Allemagne pratique le dumping sur le marché de l'électricité. Mais on peut descendre, alors là sur cette carte on est à 27,91 € le mégawattheure en Allemagne, mais certains jours on peut descendre à 12-13 € le mégawattheure. Donc EDF est le producteur et c'est un petit peu notre agriculteur en fin de compte. Hein. Donc il a une exploitation qu'il doit faire tourner et puis il vend son électricité en fonction du prix du marché. L'opérateur qui est l'intermédiaire, qui est un Engie, qui peut être EDF également opérateur, va acheter le courant en grande quantité au prix le plus faible. C'est un petit peu le supermarché. Et il va revendre à prix fixe aux consommateurs ce courant. Donc le but de l'opérateur, en fin de compte, est de faire la plus grosse marge. En tout cas, c'est un intermédiaire d'affaires et il se rétribue uniquement sur la marge financière qu'il pourra faire entre le prix d'achat et le prix de vente. Le fait de couper aujourd'hui des boîtiers Linky alors que nous sommes en surproduction électrique, on le voit sur une autre courbe, hein. On est aujourd'hui exportateur net tous les jours de courant électrique. En fin de compte, lorsque les prix sur le marché montent, l'opérateur analyse les compteurs électriques des personnes qui s'en sont équipées et il peut décider, lorsque la demande est trop forte, de couper plusieurs millions de compteurs au même moment. Les compteurs qui auraient consommé le plus. Ça aura pour effet de faire chuter instantanément la demande et également les prix spot sur le marché de l'électricité. Ce qui fait que l'opérateur peut de nouveau se fournir, pendant 10 minutes vous allez plus pouvoir redémarrer votre installation et l'opérateur va pouvoir de nouveau se fournir à des prix tout à fait raisonnables sur le marché de l'électricité. Donc en fin de compte, ce boîtier aujourd'hui est utilisé pour permettre à un intermédiaire d'affaires dans un marché ouvert sur l'Europe de faire simplement plus de marge au détriment du producteur qui n'arrive plus à entretenir dans des conditions satisfaisantes son outil de production, ses centrales nucléaires par exemple. Et un consommateur qui voit sa facture, en tout cas avec ce boîtier Linky, pas s'améliorer, mais on le verra tout à l'heure, qui aura tendance à monter de façon exponentielle dans les prochaines années. Alors, on peut parler également un petit peu de l'aspect de la transition énergétique en France et en Allemagne. Donc on a compris qu'on voulait réduire notre part de nucléaire à 50% à l'horizon 2025. Aujourd'hui, les Allemands ont pratiquement opéré leur transition énergétique. Donc on comprend que leur énergie base leur est toujours indispensable. Donc ils produisent ces 50% d'énergie base avec le charbon. Et le reste est produit avec des ENR, c'est-à-dire des énergies renouvelables, solaires et éoliens. Pour vous donner une idée de chiffres, la France a aujourd'hui 63,2 gigawatts de puissance nucléaire installée. Donc on est le pays qui avons la part de nucléaire et la puissance nucléaire installée la plus importante au monde. Nous produisons avec ces 63 gigawatts de puissance 400 TWh. L'Allemagne, qui a donc fait le choix de la transition énergétique, a installé aujourd'hui 80 gigawatts d'ENR. Ces 80 gigawatts d'ENR produisent aujourd'hui 100 TWh
d'électricité. Donc leur production électrique est près de 5 fois moins, comment dire, 5 fois moins de rendement que la production française. Alors c'est assez facile à comprendre puisque, encore une fois, le solaire produit lorsqu'il fait jour, l'éolien lorsqu'il y a du vent. Il faut comprendre également que ces mastodontes d'acier doivent être cyclés régulièrement, c'est-à-dire que sinon ils se grippent. Donc lorsqu'il n'y a pas de vent, on utilise de l'énergie pour les faire tourner, et lorsqu'il y a trop de vent, ils ne peuvent pas tourner. On a des accords également aujourd'hui qui ont été négociés et signés avec l'Allemagne qui nous imposent d'importer le courant allemand dès lors qu'il est produit par des ENR. C'est-à-dire que lorsque l'éolien et le solaire allemand fonctionnent, nous devons importer ce courant, sachant que nous sommes surproducteurs d'électricité, on le voit sur ces autres graphiques de nouveau. On est attentif que par exemple à midi, le matin on est en train d'exporter du courant partout, par contre à partir de midi on importe du courant d'Allemagne, par contre on reste toujours exportateur net. Donc on a des accords qui nous imposent d'acheter ce courant à un prix relativement élevé, et du coup nos centrales nucléaires, ça ne sert à rien de les faire fonctionner puisqu'on les ferait produire à perte, donc on les met à l'arrêt ou en sommeil. Mais le coût de maintien en condition opérationnelle de nos centrales est le même que nous consommions de l'uranium ou pas. C'est ce coût de maintenance qui est très élevé. Et ça peut aller jusqu'à ouvrir le barrage. On a un barrage sur le Rhin, un barrage hydroélectrique à Kebs, d'ouvrir le vanne, de laisser échapper l'eau pour arrêter les turbines, puisque aujourd'hui ça ne sert à rien de produire si on est obligé d'acheter le courant en Allemagne. Donc il y a un rendement qui est nettement inférieur, si vous voulez, de ces ENR, donc on le comprend bien, et surtout ces ENR ont été financés à hauteur de 4 milliards d'euros par an par le gouvernement allemand, puisque l'électricité produite par nos centrales est aux alentours de 30 € le mégawattheure, quand l'énergie produite par des ENR est plutôt aux alentours d'une centaine d'euros le mégawattheure. Pour vous donner une idée également, dans notre mix énergétique, on a 5% d'ENR, d'éolien et de solaire qui a été installé en France. Le coût d'installation et de raccordement au réseau de ces 5% d'ENR est de 100 milliards d'euros. C'est ce qui explique aujourd'hui le fait que ces dernières années, ces 4 ou 5 dernières années, la facture électrique en France est montée environ en moyenne de 15%. Le seul souci, c'est que lorsque on aura réellement décidé de fermer nos centrales, Fessenheim en tête, de descendre à 50%, donc aujourd'hui il faut comprendre qu'on a 19 centrales nucléaires qui sont en service en France, ça représente 54 tranches, puisque une centrale peut avoir plusieurs réacteurs. Le fait de passer de 77% à 50%, ce sera de fermer 4 ou 5 centrales nucléaires en France. Donc on passera de 19 à 15. La question, c'est de savoir, est-ce que le risque nucléaire est nettement moindre entre 15 et 19 centrales nucléaires? Probablement pas. Par contre, le fait de ne plus avoir cette énergie nucléaire et de descendre à 49 ou 50% nous rendra clairement dépendants de nos voisins européens en l'absence de moyens de production électrique qui permettent de subvenir à nos besoins, et donc on va s'orienter effectivement vers ce qui a été annoncé, c'est-à-dire un marché d'effacement ou plutôt un marché de coupure, dont le boîtier Linky est un petit peu la tête de proue. Pour les entreprises, ça va devenir compliqué aussi, puisqu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont besoin de l'électricité pour fonctionner, des process fortement automatisés. Je pense par exemple à l'usine Rico à Wettolsheim qui fabrique du tonnerre. Ces entreprises qui ont besoin d'électricité 24 heures sur 24, presque 7 jours sur 7, puisqu'ils travaillent en 3 à 8, vont se trouver dans la problématique d'un coût élevé de l'énergie électrique, puisque aujourd'hui c'est le pays où on le paye le moins cher, à tel point que le tonnerre par exemple est fabriqué chez nous plutôt qu'en Asie, puisque les Asiatiques sont dépendants de la facture pétrolière quand nous avons un prix d'énergie électrique qui reste stable. Alors c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui puisque le baril est à 50 $. Mais les entreprises les plus vertueuses pourront vendre leurs droits à couper
aux entreprises qui auront besoin d'énergie. Et en fin de compte, on transforme le scandale de la taxe carbone en scandale des droits à couper qui seront vendus par les entreprises qui n'auront pas forcément besoin de cette énergie. Donc, de ce fait, on se retrouvera également interdépendant de nos voisins européens, c'est-à-dire que notre indépendance et notre autonomie énergétique qui avait été décidée et mise en place par De Gaulle à l'époque est en train de disparaître. Et le maillage européen de la fourniture d'électricité permettra effectivement de se fournir sur un marché ouvert également auprès de n'importe quel pays européen, mais pas forcément au coût qu'on souhaite. Alors on voit par exemple là, sur ces cartes des pays qui ont l'habitude de payer très cher leur électricité. Alors il y a l'Angleterre en tête, maintenant ils vont construire une centrale nucléaire à Hinkley Point, ça risque peut-être d'inverser un petit peu les choses, mais le Portugal, l'Espagne et l'Angleterre généralement sont des pays qui payent très cher leur électricité parce qu'ils en produisent très peu. Et on peut voir également que l'Allemagne a tendance à faire du dumping sur le prix de l'électricité. Donc on voit qu'elle essaie de s'aligner systématiquement avec les prix de la France. Donc quand la France est à 49,98, ils se mettent à 49,98, c'est des prix qui sont relativement élevés, ça leur permet de vendre leur courant. Par contre, quand on est à 37,53 €, ils sont à 36,13 €. Et quand on est à 28,10 €, ils sont à 27,95 €. Donc il y a une réelle volonté, en fin de compte, quand on regarde, quand on lit cette carte, de l'Allemagne, de mettre à mal notre filière nucléaire. Alors, il faut comprendre également que la transition énergétique, ou le modèle de transition énergétique allemand, tel qu'il avait été décidé, était de développer de façon très importante la production, la fabrication, l'installation et d'acquérir un savoir-faire dans la mise en place des ENR, le solaire, mais principalement l'éolien. Et il voit effectivement le reste des pays européens, et la France notamment, comme des fabuleuses débouchés pour installer leur éolien. Les côtes allemandes étant relativement réduites en surface, nous en France, on a la chance effectivement d'avoir des côtes atlantiques notamment, où on peut facilement mettre en place des fermes éoliennes. À savoir que ces éoliennes sont principalement fabriquées par des industriels allemands, et surtout les contrats de maintenance, qui seront absolument mirifiques, sont également réalisés par des sociétés allemandes. Donc la France n'a à peu près rien à gagner aujourd'hui d'un point de vue industriel, on va dire, sur l'installation et la mise en œuvre de ces éoliennes. L'Allemagne a pendant des années armé, il y a une trentaine d'années, des groupes écologiques pour dénoncer le nucléaire, les dangers du nucléaire et le risque du nucléaire, et aujourd'hui ils attaquent une deuxième phase, qui est une phase beaucoup plus économique, où effectivement on essaie de baisser le prix du courant en dessous des coûts de maintien en conditions opérationnelles de centrales nucléaires, ce qui risque de nous obliger, si les choses continuent comme ça, à devoir fermer de façon forcée un certain nombre de nos tranches. Donc, si on revient un petit peu aux questions politiques et au titre de cette présentation, la soumission à l'Europe par la dépendance énergétique, vous l'avez vu lors de cette campagne présidentielle et législative, que beaucoup de deux types de volontés se sont exprimées, et une de rejoindre l'Europe, l'autre plutôt de s'en séparer. Une chose est certaine, c'est que si aujourd'hui on souhaite soit renégocier les traités européens, soit les dénoncer, soit de façon plus violente faire un Brexit à la française, je ne sais pas comment le prononcer, c'est assez compliqué, eh bien nous sommes en mesure de le faire. C'est-à-dire que nous pouvons pratiquer la politique de la chaise vide et dicter nos conditions à l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe sans la France n'est plus l'Europe. Donc il est fort à parier que nos voisins européens soient enclins à accepter un certain nombre de points sur la renégociation, ou sinon dénoncer un certain nombre de traités européens. Par contre, en 2025, quand nous aurons réduit notre part de nucléaire à 50%, eh bien, si nous souhaitons avoir un mot à dire, avoir des remontrances ou des désirata quant à changer la politique européenne ou un certain nombre de règles ou de traités, eh bien, nos voisins européens auront le
jeu facile en disant que vous souhaitez quitter l'Europe, vous souhaitez renégocier ces traités, eh bien nous vous coupons le courant, puisque nous ne serons plus à ce moment-là énergétiquement autonomes et indépendants.